bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Bonjour Delbise. Comment ça va? Ben moi je vais très bien, et toi? Ça va super bien. Un sujet que j'adore, les maisons hantées. Ouh! Oui! Donc, je pense que c'est notre troisième tome. On a fait un petit peu changement comparativement aux autres fois, c'est qu'on a essayé de trouver des thèmes. Et là, cette fois-ci, on est sur les thèmes des hôpitaux psychiatriques et des maisons de gériatrie, on va appeler comme ça, Oui. qui sont, bon, généralement très, 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 très connus dans le milieu de toutes les maisons hantées. C'est souvent, ils ont pas mal tout été hantés, je pense, à un certain point. Mais il y a toujours des rumeurs qui disent qu'ils sont hantés. Et même, il y en a un ici à Québec. On dit qu'il est hanté, mais quand on veut essayer de s'informer un peu plus, on se fait revirer de bord assez vite. Ça va être des bonnes histoires, ça va être des longues histoires, mais ça va être intéressant. Bon, je vais commencer tout de suite. Ah oui, et d'ailleurs, on n'a pas repris ceux qu'on a déjà mentionnés dans les autres podcasts, donc vous devriez correct. C'est Parce que je sais que nouveau. j'avais déjà parlé de c'est pas Winchester, le sanatorium de Beverly Hills, par exemple. Bon, mais j'en ai pas trop parlé, on n'en parlera pas dans celui-ci. Vous devriez aller dans les autres podcasts. Mais il y en avait plein, donc on avait du choix, donc c'était cool. Donc, on a en premier le Taunton State Hospital dans le Massachusetts aux États-Unis. Donc, ouvert en 1854, l'hôpital a été commissionné par le gouvernement pour alléger le nombre de cas élevés de cas psychiatriques dans les hôpitaux. Donc, il y avait du débordement, donc ils ont ouvert un autre centre. L'hôpital était très grand et il séparait les patients par genre et par la sévérité de la maladie mentale. Donc, les bâtiments étaient construits en haut d'une colline afin de fournir aux patients un traitement réel à leur maladie, donc de l'air frais et une vue paisible. Parce que, vous allez voir, les traitements de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein? Ben, si je peux faire un ajout, travaillant en santé mentale, je sais que dans l'histoire, au départ, on pensait que la santé mentale était liée directement, c'est comme au démon, un esprit tourmenté et tout. Et justement, ils pensaient au départ que l'air frais et des très belles vues allaient guérir. On s'est vite rendu compte que ça marchait pas. Par la suite, ils ont décidé que le travail était la bonne santé mentale. Donc, ils faisaient travailler les personnes souffrant de santé mentale pour, tu sais, ils faisaient faire absolument n'importe quoi. Évidemment, ça marche pas nécessairement. Par la suite, là, ils ont soudainement découvert que certains médicaments, certains traitements, dont les électrochocs, tu sais, ce qu'on voit souvent dans certains films qui sont assez exagérés, je dois l'avouer, parce que j'ai déjà assisté à une séance d'électrochoc, c'est impressionnant à voir, mais c'est pas du tout à ce qu'on pense. Et c'est ça, puis les électrochocs, tu sais, c'était vraiment très, 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 très fort à ce moment-là. Et là, si on avance dans le temps un peu, les premiers médicaments ont sorti pour les autres médicaments pour se rendre compte finalement que, on était capable de plus ou moins contrôler, plus ou moins, rendre une vie quand même normale à ce genre de personnes-là. C'est sûr que quand ça fait très longtemps que tu n'es pas traité, c'est très difficile de te soigner. C'est pour ça qu'ils essaient de les prendre au début de la maladie. Mais, l'évolution de la santé mentale, on voit qu'anciennement, c'était quand même assez quelque chose. Puis, pour venir aux électrochocs, parce que là, vous vous dites, ah, ça existe encore, ces affaires-là. Oui, ça existe encore, mais c'est sous sédation, la personne adore. C'est juste une espèce de, on peut dire un reset du cerveau. C'est vraiment à peine, à peine, à peine, à peine, à peine. C'est juste pour dire, on ne sait pas vraiment pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne, les patients en demandent parce qu'ils se sentent mieux après. C'est drôle à dire, là. Mais c'est vraiment dans certains cas qu'on les utilise et c'est pas si pire que ça. C'est pas comme ce qu'on voit dans les films. Peut-être anciennement, oui, mais plus aujourd'hui. Donc, je vous rassure là-dessus. Donc, l'évolution de la santé mentale, tu sais, on est vraiment passé à pas à rien pantoute jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on est capable de leur donner quand même une vie normale, là. Fait que c'était ma parenthèse. Oui! Merci pour les informations, ça va nous servir tout le long de ce podcast-là. Donc, pour Taunton, au cours des 8 premières semaines de son ouverture, l'hôpital reçoit 250 patients. En 1873, donc on parle d'à peu près 20 ans plus tard, on note qu'il y a maintenant 500 patients qui vivent activement.
La demande pour les soins de santé mentale ne cesse de croître et l'hôpital s'agrandit pour avoir des centres de crise, des soins long terme et un centre juvénile pour les jeunes délinquants. Les gens qui sont envoyés à Taunton pour recevoir leur traitement ne sont pas forcément des vrais malades mentaux. Donc, Non. oui, il y a des gens qui se font envoyer dans les hôpitaux psychiatriques à l'époque et sont pas vraiment malades, là. Surtout des femmes, parce qu'une femme qui était légèrement féministe était considérée comme folle, hystérique, donc ils envoyaient dans les centres. Le monde se débarrassait aussi de certains membres de leur famille gênants ou qui donnaient la honte à la famille, ils s'en débarrassaient là aussi. Donc c'était quand même assez triste. Puis le pire là-dedans, c'est que quand on vit avec des personnes qui sont fous, on finit par le devenir avec les années. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est malheureux. Mais je te laisse aller. Donc, ceux qui sont allés à Taunton State Hospital ne sont jamais aussi ressortis. On y pratiquait des traitements expérimentaux incluant la thérapie de l'eau et la thérapie du choc électrique, donc l'électrochoc dont tu parlais un petit peu plus tôt. J'irai pas en détail parce que bon, déjà, tu t'en as mentionné. La thérapie de l'eau, c'était de plonger les patients dans une eau glaciale et d'y noter les effets sur le patient. Une petite technique. Des rumeurs disaient que les internes des hôpitaux prenaient certains patients, ceux incapables de se défendre, pour faire des rituels occultes incluant de la torture et des sacrifices à Satan. Oh! D'autres rumeurs expliquaient que des membres aient été arrachés d'un patient pour être recousus sur un autre. Donc c'était vraiment... vu que les personnes ne sortaient pas, c'était peut-être un peu plus expérimental que d'autres endroits. Hein? Ouais. Ils s'en permettent un peu plus. Oui. Quand vous entendez des histoires d'hôpital psychiatrique, vous dites, il y a peut-être des patients aussi qui ont peut-être exagéré les rumeurs, tout ça, au fil du temps, ça a créé, ça se peut. Toutefois, même si tout est tiré par les cheveux, ils ont vraiment trouvé des symboles sataniques dans les sous-sols de l'hôpital et aucune explication de pourquoi. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Il devait avoir un petit fond de vrai là-dedans. Le sous-sol est d'ailleurs une source de terreur complète. Donc, le personnel disait ressentir un constant malaise. Même le plus dur des malades mentaux, là, quand on l'appelle quasiment un criminel notoire malade, là, refusait d'aller faire ses tâches, ses corvées au sous-sol à cause de ça. Un des employés aurait tenté de descendre, s'est senti forcé d'arrêter. Il a fermé les yeux, il y aurait eu des flashs, des événements horribles qui auraient été faits. Évidemment, il a quitté son poste le jour même et il n'est jamais revenu sur les lieux. Non seulement le bâtiment serait hanté, mais les bois qui entourent l'édifice le seraient aussi. Des rumeurs disent que le personnel allait faire des cultes et des rituels de tout style. Et les gens disent entendre des gémissements, des cris et de lourds coups provenant de la forêt. Encore aujourd'hui, certains disent toujours les entendre et croient qu'il s'agirait d'esprits qui sont torturés par leur sacrifice auprès des divinités. Généralement, d'après moi, c'est Satan qui vont dire, là, mais des divinités auxquelles ils auraient fait un sacrifice. Plusieurs patients racontent avoir vu un homme les observer dans leur chambre. Et il apparaît comme une ombre très grande, parfois un peu plus d'une forme solide, toujours masculin. Il apparaît toujours dans un coin d'une pièce, mais aucun n'est arrivé à voir son visage. D'autres disent que la lumière de leur chambre s'éteint, se rallume de façon aléatoire. Ils se plaignent aussi d'entendre des bruits dans des espaces vacants de l'hôpital. L'établissement a été fermé partiellement en 1975. Il y a quand même eu une longue espérance de vie, là. Ouais. En 2008, donc c'est quand même assez récent, il y a eu un feu inexpliqué qui détruit une partie de la construction. Et malgré les efforts pour la reconstruction et l'analyse des bâtiments, il fut démoli en 2009. Mais même si des histoires de fantômes dans l'hôpital n'existent plus parce qu'il n'y a plus de bâtisses, ceux dans la forêt, par contre, sont toujours proches. Puis je pense qu'il y a un gros cimetière aussi proche, donc ça se poursuit encore. C'est la première story. Un autre endroit intéressant, c'est le Beechworth Lunatic Asylum. C'est à Victoria, en Australie.
premièrement connu sous le nom de Mayday Hills Lunatic Asylum. Je trouve ça drôle qu'il s'appelle Lunatic dans son nom, tu sais, ça veut dire un peu quelqu'un de perdu, quelqu'un de lunatique. De lunatique. Mais c'est quand même un peu drôle. Ben, c'était les perceptions qu'il y avait à l'époque, parce qu'à l'époque, ils appelaient pas ça un hôpital, ils appelaient ça vraiment des asiles, comme des centres pour les lunatiques, pour les fous. Ils les appelaient vraiment comme ça. C'est devenu hôpital quand on s'est rendu compte qu'il y avait des médicaments qui existaient pour ça. Il n'y avait aucune gêne. Aucune. L'établissement était chargé de 1200 patients, certains admis pour des troubles super simples, peut-être un peu trop simple. Ça prenait 2 signatures de parents ou amis pour t'y faire admettre. Quand même, hein? Donc, si vous aviez 2 amis qui, tout d'un coup, vous détestaient de la face... Vous aimez pas? Ils pouvaient vous envoyer à Mayday Hills. Et d'ailleurs, y sortir était toute une autre histoire. Hein? Parce que tu rentres facilement, mais tu ne sors pas facilement. Pour sortir, vous deviez avoir 8 signatures certifiant que vous étiez apte à sortir à l'extérieur. Et ça devait être des médecins et des infirmiers. Et comme les médecins et les infirmiers avaient une vision de leurs patients assez négative, ça n'arrivait jamais. Parce qu'ils étaient... ils les voyaient incapables d'être sauvés. Ben, ça arrivait jamais qu'il y ait quelqu'un qui sortait de là. Donc, une fois à Mayday Hills, c'était pour toujours. L'établissement fut ouvert 128 ans avec une particularité de traitement. On y croyait que la lune causait les problèmes mentaux et il était refusé d'aller à l'extérieur la nuit sans parasol pour se cacher de son éclat. Ce que je trouvais, je pense que c'est la raison, c'est la raison pourquoi j'ai pris cette maison psychiatrique-là parce que bon, il faut que je fasse des choix là, quand je choisis quel que j'envoie au podcast. Et je trouvais que cette mentalité-là était étrange et intéressante à la fois. C'est spécial. Parce que eux, ben, je me dis, il y en a beaucoup qui faisaient l'espèce de thérapie par le soleil. Donc, est-ce que, en se disant, bon, ben, si le soleil, ça soigne, c'est que la lune, c'est néfaste? Mais avec les histoires de loups-garous aussi, qui sortent à la pleine lune, c'est peut-être... De là est peut-être venue l'idée que la lune pourrait être néfaste puis pourrait causer des problèmes. Je sais pas. Parce qu'ils pouvaient aller à l'extérieur, mais avec un parasol. C'est bizarre. Oui. Il y avait 600 hommes et 600 femmes au traitement de l'hôpital. Et l'hôpital était toujours plein. Oui, c'est 1200 patients. C'est 55 ans. Je sais pas s'ils calculaient vraiment 50-50, mais c'était moitié-moitié. Parce que souvent, il y avait plus de femmes, justement, quand une femme était... je sais pas, mais les vieilles veuves qui traitaient de sorcières, par exemple, ou que une jeune fille refusait un mariage, ou elle se rebellait et tout, c'était facile de l'interner, là. Oui, effectivement. Mais là, je sais pas, c'était pas... Là, c'était 50-50. Ouais, j'essaie de voir si j'ai les dates, mais j'ai pas l'air d'avoir la date d'ouverture. En tout cas, pas grave, hein? Donc, les salles de traitement avaient des outils de très haute gamme et les docteurs avaient carte blanche pour expérimenter leur volonté. OK, en gros, c'est un hôpital de torture. Un peu. Eh bien, la plupart des hôpitaux qui sont montés, ça allait pas bien. Spoiler! Donc, ben écoute, c'est 128 ans, fait que c'est en 1860 quelques là, que ça a été ouvert. Je vois aussi que les traitements choc, bon, étaient chose commune, mais celui-là, c'était fait en groupe. En groupe. Oui, c'était fait en groupe. Je pense qu'il y avait beaucoup de patients qui avaient son électrochoc en même temps. Sur des chaises différentes, là, mais ils faisaient ça en gang, eux autres. C'est fermé en 1995. Ce qui est quand même récent. Oui, puis il a roulé 128 ans. Tu sais, il y a des choses, pas que c'est traumatisant, mais c'est quand même assez proche. Mais c'est souvent, quand ils parlent de fermeture d'hôpital, c'est qu'avant que ça se rende en fermeture complète, l'hôpital n'était pas complet. Il commençait à être vide. C'est comme les dernières années, il n'y a plus grand monde dans l'hôpital avant que ça soit officiellement hors des papiers, mais ça a quand même duré assez longtemps.
Donc, l'hôpital a été fermé en 95. Et il y a eu des rénovations. Une partie est réutilisée pour l'université La Trobe en Australie. Je ne sais pas si ça s'est bien traduit, mais il me semble que c'est ça. Et il y a une partie que c'est un hôtel et une autre partie que c'est, disons, conservé pour des visites guidées. Donc, c'est visitable. De mémoire, je pense que ça n'a pas... Ouais, c'est encore là. Il y aurait des apparitions de visages de femmes qui regardent dans les fenêtres. Donc, des gens étranges. Le fantôme de la matrone Sharpie aurait été... Ouais, c'est son nom. Okay. Son nom de famille, Sharpie. Aurait été aperçu par beaucoup de personnes. Trop pour que ça soit un fait isolé. Elle avait été reconnue pour bien s'occuper de ses patients et apparemment continuerait de le faire après son décès. Tu sais, des fois, les esprits sont pas juste méchants. Il y aurait aussi le fantôme d'une petite fille qui approche les gens pour avoir une discussion. Et il y aurait un fantôme d'une personne âgée qui regarde par la fenêtre de la tour de Belle. Là, on n'a pas les images, fait que je peux pas vous dire ça, c'est la tour de Belle, mais il y aurait une tour qu'ils avaient nommée ainsi. Il y a des voix d'enfants qui jouent, sont parfois entendues, mais si je me trompe pas, puis là, ça se peut que je me mélange. Mais je pense qu'il n'y avait même pas d'enfants ennemis dans cet hôpital-là. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas trop comment expliquer ça. Est-ce que c'est des esprits qui régressent au stade enfant? Est-ce que ça peut être plein de choses, ça? Mais de mémoire, je pense que c'est une des places qui n'avait pas vraiment d'enfants. Mais la maladie mentale apparaît aussi quand même assez tôt chez certains enfants. Souvent, les enfants maltraités, là, mais des fois, c'est comme nous, on voit des hospitalisations à 5-6 ans. Là. Fait que des fois, ça peut commencer quand même assez tôt. Mais généralement, dans les histoires de paranormales, ils décrivent qu'il y a une aile juvénile ou... parce que il y a des trucs, des fois, j'ai enlevé parce que ça marchait pas, mais je pense pas que ça soit celui-là. Ben, pas que ça marchait pas. Juste que des fois, on dirait que ça apporte rien. Là. OK. J'en ai un qui est quand même assez spécial, parce que, bon, ça parle de Tchernobyl. C'est le... c'est sûr, je te montre ça. Le Pripyat Hospital. Donc, je m'excuse, je ne parle pas ukrainien, mais... je pense que ça se dit comme ça, Pripyat. Je veux pas des... J'ai tellement de... Des fois, je dis des trucs, puis je réussis quand même à tout mélanger, donc je m'excuse d'avance. C'est sûr, je vais débaptiser une couple d'endroits, c'est ça. Et donc, construit dans les années 1970 avec une capacité de 400 personnes, il s'agit de l'unique hôpital pour une population de 50 000 citoyens. Dans la nuit, puis je vous fais pas de surprise, ça a rapport avec l'explosion de Tchernobyl. Donc, dans la nuit du 26 avril 1986, alors que les ingénieurs du réacteur de Tchernobyl firent un test de routine sur le réacteur 4, quelque chose ne tourne pas rond et cause un des plus grands accidents nucléaires de l'histoire. Non? Je pense qu'on sait tous de lequel il s'agit. Oui, on en a tous entendu parler, je crois. Donc, le personnel d'urgence, malgré leurs habits protecteurs, furent envoyés à l'hôpital de Pripyat et après avoir été exposés à des doses létales de radiation. Je sais que cette histoire-là, je l'ai quand même assez purée sur tous les détails à côté qui n'étaient pas... parce que là, il expliquait qu'il a envoyé tant de véhicules de pompiers, puis tout ça. Puis j'étais comme, ça ne s'arrête pas dans mon histoire de fantôme, là, mais... puis celle-là est toute petite, d'ailleurs. Mais le fait que les pompiers qui ont essayé d'éteindre les feux, tout ça, avaient leur uniforme est important dans l'histoire. Donc, on rapporte que des problèmes paranormaux existaient dans la ville avant que l'explosion arrive. Une semaine avant la fameuse explosion, donc plusieurs personnes ont rapporté avoir vu un oiseau étrange dans le ciel. La créature était noire, avait une largeur de 20 pieds alors que les ailes étaient en expansion et semblait être sans tête avec des yeux rouges. Là, j'ai pas trop compris si les gens voyaient pas de tête, c'est un oiseau sans tête, ouais. ou
il y avait une tête, mais il y avait les yeux rouges. Est-ce que c'est deux perceptions différentes, peut-être? Ben, c'est parce que Mais là, pas normalement, de tête s'il et n'y a yeux pas de rouges, c'est un tête, peu... ouais, c'est ça, il peut pas avoir des yeux rouges s'il n'y a pas de tête, là. Ou c'est collé sur ses épaules. Pouf! Bon, là, on dirait Enfin. pas de cou. Il l'a nommé l'oiseau noir de Tchernobyl. Donc, le fameux oiseau de feu. Ben, pas de Joyeux feu, de juste noir. malheur. Ouais. Ceux qui ont aperçu la créature ont été tourmentés par des cauchemars, ont reçu des appels suspects juste avant le désastre. Donc, leur téléphone sonnait pour dire des trucs étranges. Certains aussi disent avoir vu la bête dans le ciel de Tchernobyl, tout juste après l'explosion, qui tournait en rond à travers les nuages de fumée. C'est quand même assez spécial. J'allais rentrer dans, en tout cas pour des trucs hantés, pour autre chose, mais principalement, je trouvais que ça sortait de l'ordinaire un petit peu comme histoire. L'espèce d'apparition qui apparaît juste avant, fait quelques coups étranges, puis oups, se présente au moment, du problème. Ça se peut-tu que ce soit, il y en a un qui ait dit « Ah oui, je me souviens, j'ai vu tel oiseau », et là, avec le bouche à oreille, c'est venu que l'oiseau a exagéré beaucoup, puis que tout le monde l'aurait vu soudainement. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'il est à deux occasions complètement différentes. Ah. Les gens ont probablement fait le lien avec des appels isolés. Peut-être qu'il y avait du spam là-bas aussi. Puis l'oiseau. Mais en plus, c'est que la deuxième fois, il se présente à deux occasions. Fait que c'est pour ça que... Oui, ça peut être un effet de foule aussi, là. Je ne me rappelle plus le terme exact, là, mais c'est quand quelqu'un se met à croire à une histoire, il la répète à plusieurs personnes, puis après ça, les autres, Oui, je l'ai vu moi aussi. Les autres ont tendance à le croire parce que là, il y en a 2, 3, 4. Ils n'appellent pas ça des hystéries. Ils appellent pas ça des hystéries collectives. Hystérie collective? Ah, peut-être. Je pense que c'est ça, ou une hallucination collective. Ouais, là, je pense que c'est une hystérie collective. Parce qu'une hallucination, il faudrait tout qu'ils l'aient vu un à côté de l'autre, mais... Exactement. Ben, techniquement, la description qu'ils en font pourrait être ça, mais si c'est parce qu'ils se parlent ensemble, ça serait l'hystérie. Bref. Donc, évidemment, les citoyens de Pripyat furent évacués dans les jours qui suivront avec une promesse de pouvoir retourner à leurs objets éventuellement suite à l'accident nucléaire, ce qui, évidemment, n'arrivera pas. L'hôpital reste donc désert durant 28 ans. Alors que la ville devient un site touristique qui est maintenant sans danger pour les visiteurs. En fait, c'est à cause de la radiation puis tout. L'hôpital, lui, ne l'est pas pour autant. Donc, les uniformes des premiers répondants, donc il y avait 47 défunts par radiation traités à l'hôpital, c'était comme des pompiers qui étaient dépêchés sur place, possèdent assez de radiation pour tuer. Donc, quelqu'un qui fait le tour de la ville est correct, mais comme les vêtements ont capté la radiation, si vous allez à l'hôpital, vous pouvez mourir de radiation, d'intoxication. On raconte que les pompiers décédés hantent les lieux. Et quant au réacteur, ça c'est triste, il y a une apparition auditive qui aurait été présente et qui se fait entendre dans le réacteur qui a explosé suite à une visite. Ils ont trouvé, suite à des recherches, le corps d'un individu qui était embarré dans une des cellules du réacteur lors de la catastrophe. Il y a c'est comme... Je ne sais pas exactement comment c'était monté dans le réacteur nucléaire. C'est pas un sujet que je fouille souvent sur Internet. Mais apparemment, il y avait une pièce close, probablement une petite pièce, une salle de travail là, pour une des personnes qui travaillent là-bas, qui était, c'est pas embarré. Quand ça a explosé, puis il était quand même assez proche du cœur du réacteur. Donc, ils entendent des voix électroniques demandant à l'aide. J'ai pas entendu les EVP, mais apparemment, ça se trouve. Je sais pas, ça doit pas être évident à trouver, mais vu qu'il y a beaucoup de lieux touristiques reliés à Tchernobyl, je serais pas surpris qu'il y en ait un petit peu sur le net. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous allez voir. Donc, ça, c'était pour l'histoire de l'hôpital Pripyat. Mais moi, c'est ça. C'est vraiment ce que je trouvais bien, c'est que non seulement il y avait des petits cas de fantômes, parce que, bon, les pompiers et l'individu qui était pris étaient là-bas,
mais aussi l'espèce d'oiseau de malheur qui passe. Donc, sur ça, si vous voulez participer et nous parler de les maisons, les endroits hantés que vous voulez, vous pouvez toujours la faire sur le site de sorcellerie.net. Ça va nous faire plaisir de lire tout ça. C'est toujours intéressant, les maisons hantées. D'ailleurs, c'est tellement intéressant qu'on va faire une deuxième partie. Donc, donc pour un peu écourter la chose, parce que sinon, vous allez être là des heures de temps. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez aussi le faire sur Facebook. Vous allez recevoir les nouvelles quant à toutes les vidéos et audios qu'on peut mettre sur le net. Vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube, Spotify, Apple Cast, Google Cast et toute autre bonne plateforme de podcast. Vous pouvez nous voir en live stream les samedis sur Twitch. Sur twitch.tv/sorcellerie.net. C'est à 8h30 le matin, heure québécoise, et 14h30, heure européenne. Oui, puis on aime beaucoup quand que vous participez et que vous venez poser vos questions ou venez faire vos commentaires sur ce qu'on fait. Le tout est gratuit, donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez juste, je pense que si vous vous inscrivez vraiment sur Twitch, peut-être je peux vous demander plus d'informations, mais vraiment, non, c'est 100% gratuit. C'est si vous voulez acheter des bonnets, là. Oui, et si vous voulez nous encourager, vous pouvez aussi le faire sur le Patreon. Donc, c'est 2, 5 et 10 $. En euros, c'est un peu moins, là. C'est juste que j'ai pas la conversion sous les yeux. Donc, c'est aussi faisable. Nous, ça nous permet soit d'améliorer l'équipement, tout ça. Puis ça pourrait même nous aider en général là, pour l'accomplissement de tous les beaux podcasts qu'on fait. Et les live streams aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour la partie 2. Bye! Bonne semaine!